Bonjour à tous, on se retrouve pour cette neuvième et dernière colle de biocellulaire. Avant d'entamer la correction, je tenais à vous rappeler que nous sommes présents dans le chat pour répondre à vos questions, ou vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Le lien est dans la description. Sinon, c'est le Discord classique des permanences. Voilà, je vous laisse avec la correction. Bonne séance à vous. Salut à tous, donc on se retrouve pour la dernière correction de colle du premier semestre en UE2 M2. On espère que la colle donc s'est bien passée. Donc sans plus attendre, on va attaquer la correction avec le premier QCM donc sur le réticulum endoplasmique et ses généralités. Trois items de juste, donc du coup BCE. Alors l'item A était bien vrai, donc ici on parlait en fait de la constitution de ce réticulum endoplasmique, donc du coup on nous disait que c'était un ensemble de vésicules et de saccules, or ici on peut bien voir que c'est un ensemble de tubules et de saccules, donc comme écrit sur le schéma. L'item B, donc ici était vrai, donc ici rien de spécial à dire dessus, à part peut-être faire une petite précision. Donc ici on dit que c'est une bicouche lipidique riche en protéines, puisque donc en fait elle a 70% de fraction protéique. Donc du coup c'est une membrane qui va être très très riche en protéines. L'item C était vrai aussi, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a bien des communications entre réticulum endoplasmique et appareil de Golgi. Et puis l'item D était faux, puisque la fonction qui était présentée ici pour le réticulum endoplasmique n'est pas vraie. Hein, c'est pas une fonction du réticulum endoplasmique, c'est bien une fonction de l'appareil de Golgi. Hein, donc le carrefour de la voie de biosynthèse-sécrétion, ou le centre trimoléculaire, en fait, c'est vraiment l'appareil de Golgi. Alors, petite précision aussi, donc sur les schémas qui sont présentés, en tout cas sur celui-là et sur la diapo d'après, sont des diapos à visée illustrative, enfin, sont en tout cas des schémas à visée illustrative. Il faut comprendre surtout en biologie, donc du coup, la constitution du réticulum endoplasmique sans pour autant d'apprendre ça comme des schémas d'anat. QCM2, donc du coup, ici, toujours concernant le RE, et donc du coup, sur ici plutôt les fonctions du réticulum endoplasmique. Donc, le réticulum endoplasmique permet donc de réponses de juste, AE, donc il permet bien la synthèse des protéines de la membrane plasmique, donc là il n'y a pas de souci, l'item A était vrai. L'item B était faux puisqu'il ne permet pas la synthèse des protéines du noyau, parce que cette synthèse elle s'effectue entièrement dans le cytosol, donc de A à Z dans le cytosol. L'item C était faux, parce que ici on n'a pas une synthèse, une partie plutôt, enfin la synthèse de la partie glucidique en fait des protéoglycanes, mais de la partie protéique des protéoglycanes. La synthèse glucidique des protéoglycanes, elle s'effectue dans l'appareil de Golgi. Hein, donc du coup, cette fonction est attribuée à l'appareil de Golgi. L'item D était faux, parce qu'ici, on va avoir une maturation donc des précurseurs protéiques exercée par l'appareil de Golgi, encore une fois. Donc là, le réticulum ne permet pas, le réticulum endoplasmique pardon, ne permet pas la maturation des précurseurs protéiques. Donc ça, c'est la fonction de l'appareil de Golgi. Donc par exemple, le clivage du précurseur de l'insuline est exercé par l'appareil de Golgi. Hein. Donc il ne faut pas confondre avec ça. Et puis l'item E est vrai, hein, parce que du coup, on avait une description simple de la N-glycosylation. Le QCM3, donc du coup maintenant, sur le stress du réticulum endoplasmique, donc deux réponses de juste, CE. Donc lors d'un stress du réticulum endoplasmique, il peut y avoir donc la mort cellulaire, donc effectivement une mort cellulaire, mais pas la bonne, donc ici l'item a été faux, c'était pas la nécrose, c'est l'apoptose. L'apoptose c'est une mort cellulaire programmée, c'est une mort cellulaire qui est coordonnée, alors que la nécrose c'est une mort cellulaire qui est plutôt anarchique. La mort cellulaire par apoptose, elle va avoir des avantages, comme par exemple, eh bien ici, éviter de compromettre les tissus alentours, et donc du coup, en fait, la cellule préfère se suicider et préfère emporter avec elle donc du coup son stress du RE et donc du coup sa non-capacité à pouvoir le gérer, plutôt que donc du coup de compromettre l'ensemble du tissu. L'item B était faux aussi, puisque ici, lors d'un stress du RE, pardon, il peut y avoir, donc du coup, pas une diminution des protéines chaperones, mais bien une augmentation des protéines chaperones. Hein. Donc si le RE est en stress, il y a une diminution des protéines chaperones, il va être encore plus en stress. Donc cette augmentation des protéines chaperones est déclenchée par ce qu'on appelle la Unfolded Protein Response, qui est donc du coup la réponse UPR. Enfin, du coup, l'UPR. Et donc, du coup, en fait, on va avoir ici une augmentation des protéines chaperones, justement pour réagir à ce stress. On va avoir l'item C donc, qui était vrai, parce que donc, lors d'un stress du RE, on a bien une augmentation de la dégradation des protéines mal repliées, avec donc du coup le phénomène ERAD. Et puis après, donc du coup, l'item D était faux, puisque donc du coup, on aura un arrêt de la synthèse protéique et pas une augmentation de la synthèse protéique. Hein. Donc pourquoi? Parce que ici, si en fait déjà le réticulum endoplasmique est stressé, si on
continue en fait à mettre de nouvelles protéines en plus, et déjà qu'il est dépassé et ses capacités sont dépassées, si on continue en fait à rajouter des protéines dans le tas, à façonner, eh bien il va pas s'en sortir, donc du coup on a un arrêt de la synthèse protéique. Donc du coup on aura aussi parfois, et même souvent, donc du coup une augmentation de la synthèse lipidique pour l'item E, donc qui était vrai, puisque donc du coup elle permettra l'expansion en fait de la membrane du réticulum endoplasmique. On continue avec le QCM4, on avait deux réponses de juste, donc BD sur l'appareil de Golgi cette fois-ci. Donc l'item A était faux, puisqu'ici on avait une petite inversion glucose-galactose, enfin plutôt un petit piège sur glucose. Donc ici, les protéines sécrétoires vont subir une greffe de galactose dans le compartiment trans. L'item B était vrai, puisque donc du coup les protéines lysosomales donc, portent bien un signal mannose-phosphate, c'est leur signal d'ailleurs. L'item C était faux, puisque les protéoglycanes ne sont jamais retrouvés dans le cytosol, ils sont retrouvés soit dans la MEC, soit sur le versant extracellulaire de la membrane plasmique, il faut bien le retenir. Ils sont jamais du côté cytosolique sur la membrane plasmique et ils sont jamais libres dans le cytosol. L'item D était vrai, donc effectivement il y avait une greffe d'acide sialique dans le RTG. Et puis l'item E pardon, était faux parce que donc ici on avait un désaccord entre donc du coup ce que catalysait la transférase et donc du coup le résidu en fait qui est catalysé. Hein. Enfin en tout cas le transfert qu'elle faisait avec ce résidu. Donc c'était pas la N-acétylgalactosamine mais c'était la N-glucosamine. N-acétyl pardon glucosamine. On continue avec le QCM5, donc sur la haut-glycosylation cette fois-ci, avec deux réponses de juste AC. L'item A était bien vrai, donc c'est bien, on peut bien avoir une néoglycosylation sur une sérine, mais l'item B était faux puisque c'est pas une tyrosine mais bien une tréonine. La sérine et la tréonine sont deux acides aminés qui sont de la même catégorie, c'est des acides aminés alcool avec un résidu hydroxyle alors que la tyrosine n'en est pas. Donc aussi, petite précision, donc faut bien faire attention aussi à la fin de la phrase, puisque c'est important aussi. La haut-glycosylation s'effectue dans une séquence particulière, c'est pas n'importe quelle sérine, n'importe quelle thyréonine qui va être qui va être en tout cas haut-glycosylée. Pardon. L'item C était vrai, donc parce que la haut-glycosylation aboutit à la synthèse de protéoglycanes, donc là il n'y a pas de problème là-dessus. L'item D était faux puisqu'elle n'est pas réalisée par des kinases mais par des transférases. Et l'item E était faux puisque donc du coup la production de protéines, donc du coup via la haut-glycosylation, c'est la production de protéoglycanes, et on a dit que les protéoglycanes ne sont pas nucléaires, ne sont pas cytosols, elles sont extracellulaires ou membranaires mais versant extracellulaires. On continue avec le QCM6. Deux réponses de... Enfin, aucune réponse de juste en fait, je sais pas lire. QCM6, donc du coup, couscous. L'item A était faux parce qu'ici en fait, on n'a pas une inactivation des précurseurs protéiques, on a une activation des précurseurs protéiques. Donc parce que si en fait on avait des protéines qui étaient inactives et qu'on voulait les désinactiver, enfin ça, il y aurait un truc qui fonctionne pas. Donc du coup, ici c'est l'activation justement de ces précurseurs qui ne fonctionnent pas. Ici, donc l'item B était faux aussi, puisque c'est pas une fonction, en fait, le clivage des précurseurs protéiques du réticulum endoplasmique, mais c'est une fonction de l'appareil de Golgi. L'item C était faux aussi, puisque on n'a pas des clivages qui sont réalisés par des peroxydases, mais par des protéases. Hein. Donc les peroxydases, on les retrouve plutôt dans les peroxysomes. Et puis l'item D et l'item E étaient faux. Donc l'item D était faux parce que donc, le clivage de la proinsuline ne se produit pas dans le réticulum endoplasmique granuleux, mais dans le réseau transgolgien. Donc du coup, c'est un petit piège sur une lettre. Bon, j'en suis désolé, c'est pas moi qui ai fait ce QC. Donc du coup, on continue avec l'item E, donc l'item E qui était faux, pour doser en fait la quantité d'insuline, on dose pas la carboxypeptidase, on dose le peptide C, qui va servir en fait de reflet, si on veut, de la production d'insuline, et on dose ce peptide. On finit avec le dernier QCM pour ma part, donc on avait 4 réponses de juste, le QCM7, ABCE, qui concernait donc le trimoléculaire. Donc je vais revenir que sur l'item qui était faux. Donc ici, en fait, on avait l'énoncé de l'item, c'était la sécrétion constitutive concerne des cellules spécifiques comme les plasmocytes, donc non, c'est les sécrétions contrôlées, qui va concerner les plasmocytes, donc notamment la sécrétion d'anticorps va être réalisée par les plasmocytes. Et cette sécrétion d'anticorps, donc forcément, elle est souvent en réponse à un pathogène, donc elle n'est pas en permanence, c'est pas comme la pinocytose qui va être absolument basale, quoi. Donc je vais vous laisser pour donc du coup ce semestre. On se retrouvera du coup au semestre prochain pour des calls, on espère en présentiel, sinon en visio, et puis voilà. Bon, passez une bonne soirée et puis au semestre prochain. Des bisous!
Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. On continue du coup la correction de cette dernière colle. Donc comme toujours, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à la poser. Donc QCM 8, il y avait deux items de jus, c'était les items B et E. Donc là, ce QCM portait sur l'endocytose, donc d'une manière générale. Donc on vous le rappelle, il y a trois grandes familles d'endocytose que sont la pinocytose, la phagocytose et la phagocytose par l'intermédiaire de récepteurs. Et ensuite, vous avez un autre exemple qui est cité dans le cours, qui est la phagocytose par cavéole. Donc du coup, ça c'était juste pour vous le rappeler. L'item A, il était faux, on vous disait que l'endocytose faisait perdre à la cellule de la membrane plasmique qu'elle ne pourra pas régénérer. Donc ça c'est faux en fait parce que toute la perte de la surface membranaire qui est due à l'endocytose est compensée de l'autre côté par les phénomènes d'exocytose. Ce qui fait qu'en fait on a un équilibre entre les deux, donc la perte est compensée par la régénération. L'item C, il était faux. On vous disait que ça peut se faire par pinocytose grâce à l'émission de pseudopodes. Donc non, ça peut se faire par phagocytose. On le rappelle, la phagocytose, donc c'est un type d'endocytose qui utilise des cellules phagocytaires. Et ces cellules phagocytaires, elles émettent des pseudopodes qui vont venir entourer la particule à digérer. L'item D, il était faux. On vous disait que ça peut donner des vésicules recouvertes de cavéoline si elle a été réalisée par pinocytose. Donc non, par pinocytose, ce sont des vésicules qui sont recouvertes de clatrine. Donc on le rappelle, la pinocytose, c'est un type d'endocytose qui est permanent dans la cellule et qui est très rapide et qui va du coup former donc des vésicules recouvertes de clatrine qui vont ensuite perdre ce manteau pour aller fusionner avec les lysosomes. Donc pour le QCM8, les deux items de jus, c'était le B et le E. QCM9, donc là il y avait trois items de jus, c'était les items A, D et E. Donc là le QCM portait sur l'endocytose, donc par l'intermédiaire de récepteurs. L'item B il était faux, on vous disait que son but était de diminuer l'efficacité et la spécificité de l'internalisation des macromolécules présentes en faible concentration. Donc non, là c'est l'inverse, ça permet d'augmenter cette efficacité. Et l'item C, il était faux. On vous disait que les vésicules sont recouvertes de COP2. Donc non, elles sont recouvertes de clatrine. Donc vous le voyez ici avec un exemple pour le transport du cholestérol. On a les vésicules qui sont recouvertes de clatrine qui vont ensuite perdre ce manteau pour devenir des endosomes précoces, qui s'acidifieront pour donner des endosomes tardifs, puis ensuite des lysosomes. Et de l'autre côté, on aura les récepteurs qui seront recyclés et qui iront se remettre au niveau de la membrane plasmique. Donc pour le QCM9, les trois items de jus, c'était le A, le D et le E. QCM10, donc là il y avait un seul item de jus, c'était l'item E. Donc là le QCM portait sur l'endocytose par cavéole. Donc ça c'est une méthode qui est utilisée en fait par les pathogènes pour rentrer à l'intérieur de la cellule. Donc c'est le cas de la toxoplasmose ou du virus Ebola. L'item A, il était faux, on vous disait que son but était de détruire la particule endocytée, donc non, là il n'y a pas d'acidité dans les cavéosomes, donc il n'y a pas de but de détruire en fait la particule. L'item B, il était faux, on vous disait que les vésicules, elles sont recouvertes de clatrine, donc non, elles sont recouvertes de cavéoline, donc pour vous en souvenir, c'est le même terme, c'est le même mot. L'item C, il était faux, on vous disait que les vésicules vont aller fusionner avec les lysosomes, donc faux, elles ne vont pas aller fusionner avec les lysosomes, elles vont aller fusionner avec les cavéosomes, donc c'est pas classique en fait, elles vont pas aller fusionner avec le système lysosomal, endosomal comme on l'a vu dans les exemples précédents, mais avec le cavéosome. Et l'item D, il était faux. On vous disait que l'endocytose par cavéole se faisait partout au niveau de la membrane plasmique. Donc non, elle va se faire à des endroits spécifiques qui sont les rafts, ou aussi appelés radiolipidiques, donc on avait vu avec le professeur Chosex, qui sont des zones riches en cholestérol, riches en cavéoline, riches en gangliosides et plein d'autres éléments. Donc pour le QCM10, le seul item de jus, c'était l'item E. QCM11, donc là il y avait deux items de jus, c'était les items B et C. Donc là on vous disait que les lysosomes sont des organismes de digestion extracellulaire de macromolécules. Donc faux, c'est une digestion qui est intracellulaire des protéines à demi-vie longue. Donc pour vous en rappeler, lysosome ça commence par un L comme longue. Et on le rappelle, les protéines à demi-vie courte sont dégradées dans le protéasome. L'item D, il était faux, on vous disait qu'on peut retrouver des uréases au sein de leur lumière, donc non, on ne retrouve pas ce type d'enzyme dans le lysosome, on va retrouver plein d'autres enzymes comme les protéases, les lipases, les glycosidases, mais on ne trouve pas des uréases.
Et l'item E, il était faux. On vous disait que leur acidification résulte de la présence de pompes Na+, K+. C'est faux, ce sont des plus ATPase 5A protons. Donc là, c'est la différence avec les autres organites. Ce sont des organites, les lysosomes, qui ont besoin d'une certaine acidité pour pouvoir fonctionner, et cette acidité est maintenue par ces pompes. Donc QCM 11, les deux items de juste, c'était les items B et C. QCM 12, donc là ça portait toujours sur les lysosomes, il y avait 3 items de juste, c'était les items A, C et D. L'item B, il était faux, on vous disait que l'autophagosome provient de l'extérieur de la cellule, donc c'est faux. Pour vous rappeler, l'autophagie, c'est un processus qui fait que la cellule dégrade en fait ses propres constituants, donc l'autophagosome, il est formé au sein de la cellule, à l'intérieur de la cellule. Et l'item E, il était faux. On vous disait que l'activité lysosomale est constante tout au long de la vie de l'individu. Donc c'est faux. C'est une activité qui est inconstante et qui va diminuer avec le vieillissement. QCM 13, donc là il y avait 3 items de juste, c'était les items B, C et D. L'item A, il était faux, on vous disait que toutes les protéines provenaient du cytosol, donc c'est faux. Il y a une exception qui est la cavéoline, qui elle est une protéine transmembranaire, comme on l'avait vu sur le schéma avant. Et l'item E, il était faux. On vous disait que les T-SNAR de la vésicule se lient avec les V-SNAR du compartiment cible. Donc là, c'était l'inverse. Ce sont les V-SNAR de la vésicule qui vont se lier avec les T-SNAR du compartiment cible. Donc pour vous en rappeler, V-SNAR, ça commence par un V comme vésicule, et les T-SNAR, ça commence par un T comme target, donc la cible. Donc on en a fini sur la partie du professeur Thérault. On va passer maintenant sur la partie du professeur Esclair. Donc QCM 14, il y avait 3 items de juste, c'était les items A, C et D. L'item B, il était faux. On vous disait que plus une cellule était différenciée et plus son RNP était élevé. Donc là, c'était l'inverse, c'est plus son RNP est bas. Donc on le rappelle, le rapport nucléoplasmique, c'est le rapport entre le volume du noyau par rapport au volume de la cellule. Or, si une cellule est très différenciée, eh bien son noyau sera très petit. Donc, par proportionnalité, le RNP sera bas. L'item C, il était vrai, juste pour vous rappeler, en fait, plus une cellule jeune et plus elle possédera de nucléoles. Ça c'est vrai en fait, parce que plus une cellule sera jeune et plus elle aura une activité cellulaire, elles sont très actives et du coup elles auront besoin de plus de nucléoles. Et l'item E, il était faux. On vous disait qu'une cellule cancéreuse aura moins de nucléoles qu'une cellule normale. Donc là, c'est l'inverse. Une cellule cancéreuse, elle aura plus de nucléoles qu'une cellule anormale parce qu'elle sera très active. Voilà, du coup, j'en ai fini pour ma partie. J'espère que ça a été. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve au S2. Bisous! Coucou tout le monde, du coup on se retrouve pour ma part pour la correction des QCM 15 à 21. J'espère que la colle s'est bien passée et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Donc le QCM 15 concernait le transport nucléaire, 2 items de juste, donc c'était A et B. Donc A, c'est bien vrai. Donc les molécules avec un poids moléculaire supérieur à 40 ou 50 kDa passent bien par le transporteur central. B, le transport actif nucléaire, oui, repose bien sur l'utilisation de protéines G monomériques. Ensuite, les importations impliquent l'utilisation d'importines et pas d'exportines. De toute façon, tout est dans le nom, quoi. L'ARN messager, lors de l'exportation, passe l'enveloppe nucléaire par son extrémité 5' et pas 3' en premier. Et le signal NES est un enchaînement d'acides aminés hydrophobes et pas hydrophiles. Donc AB pour le QCM 15. Donc pour le QCM 16, il y avait 3 items de juste et ça concernait le karyotype. Donc le A était faux. Donc c'est l'ensemble des chromosomes d'une cellule somatique et pas germinale. Il classe bien les chromosomes par ordre de taille décroissante. On peut bien voir que le 1 est plus grand que le 2, etc. Classe les chromosomes selon la position de leur centromère. Oui, c'est vrai, on peut les qualifier de métacentriques, etc. Ensuite, ils les réalisaient lorsque les cellules sont bloquées en métaphase. C'est là où on arrive le mieux à voir les chromosomes. Et c'est pas la prophase. Et ça permet bien de repérer les aneuploïdies. Parce que, par exemple, si vous aviez un cas de trisomie 21, ben, vous auriez un 3e chromosome à ce niveau-là. Donc voilà. Donc le karyotype BCE. QCM 17, on passe sur les aneuploïdies. Donc c'était une salade, tout était juste. Un individu avec un karyotype de 45 chromosomes, oui, il est porteur d'une aneuploïdie, un chromosome en moins, anomalie de nombre. La trisomie 21, c'est la plus fréquente. La trisomie des gonosomes est bien viable. Par exemple, dans une anomalie de Klinefelter, c'est toujours
c'est possible de vivre, quoi. La trisomie des grands chromosomes n'est pas viable, c'est vrai, et la présence d'un chromosome marqueur est un cas particulier d'aneuploïdie. C'est bien vrai. Donc c'était une salade. Là, on passe sur la mitochondrie. 3 items de juste ADE. Donc les mitochondries, elles peuvent être globulaires ou filamenteuses. Elles possèdent une membrane interne qui est 4 fois plus étendue que la membrane externe. On peut le voir là. Vu que la membrane interne, c'est grâce à elle en fait qu'il y a la formation des crêtes mitochondriales, elle est beaucoup plus étendue que la membrane externe qui fait juste que délimiter la mitochondrie. Donc voilà. Ensuite, les mitochondries, elles possèdent bien un complexe TOM qui est dans la membrane externe. De toute façon, TOM, ça veut dire translocation out of membrane. Donc out, ça veut bien dire extérieur. Donc voilà, tout est dans le nom. La mitochondrie, elle possède bien 37 gènes qui causent pour 2 ARN ribosomiques, 22 ARNT et 13 ARN messagers. Et ensuite, elles peuvent être bien responsables d'une cytopathie mitochondriale si leur ADN est muté. Donc ADE pour la 18. Donc là, on base sur la partie du professeur Aubard. Donc contraception, il n'y avait qu'un seul item B. C'est la stérilisation qui est une méthode qui empêche la fécondation de manière irréversible. La contragestion, c'est une méthode qui empêche le développement d'un œuf fécondé. L'indice de Pearl est évalué sur 100 et pas 1000 femmes ayant des rapports et prenant le moyen de contraception durant un an. Plus l'IP est petit, plus la méthode de contraception est efficace. Et les 3 points importants de la contraception, c'est l'efficacité, l'innocuité et la réversibilité. Parce que si c'était irréversible, ça voudrait dire que ce serait une méthode stérilisante et c'est pas le but. Donc c'était la B. QCM20, on passe sur les œstroprogestatifs. 2 items de juste, CD. Donc les pilules combinées sont actuellement les seules disponibles sur le marché et pas les séquentielles. Ensuite, les pilules séquentielles respectent la répartition naturelle des hormones et pas les combinées. Ensuite, les œstroprogestatifs agissent sur les 3 verrous. Donc ça, c'était vrai. L'indice de Pearl des pilules œstroprogestatifs est inférieur à celui des patchs. Oui, c'est vrai. Parce que celui des pilules, il est inférieur à 0,2 contre 0,65 pour le patch. Et ensuite, l'item E est faux. Les œstroprogestatifs augmentent légèrement les risques de développer un cancer du sein et du col de l'utérus et pas du côlon. Donc voilà. Et donc c'était CD pour le QCM20 et QCM21. Donc ça correspondait aux progestatifs. 2 items de juste A et B. Donc les microprogestatifs, ils provoquent bien des spottings et ils n'ont pas d'AMM en tant que moyen de contraception. Les macroprogestatifs ne bloquent pas l'ovulation, ce sont les microprogestatifs, sauf Cerazette et Antigone, qui sont 2 pilules spéciales. Ensuite, l'item D, il était faux. Donc l'indice de Pearl des microprogestatifs est de 1 à 2%. Et l'item E est faux. L'indice de Pearl de l'implant la progestérone est inférieur à 0,1. Donc c'était A et B. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la correction. Je vous fais des bisous et bon courage. Coucou, alors on va continuer la correction de la colle. Pour le QCM 22, c'était donc l'item B qui était vrai. La A, elle est fausse puisque le préservatif masculin est une méthode de contraception peu efficace avec un indice de Pearl compris donc entre 2 et 12. Donc c'est quand même assez, même très élevé. L'item B était bien vrai. L'item C, il est faux puisque l'indice de Pearl du préservatif féminin est plus faible que l'indice de Pearl du diaphragme, donc préservatif féminin à 5 et diaphragme entre 6 et 9. Ensuite, l'item D, il est faux puisque le diaphragme, il se place donc au fond du vagin. Et l'item E, il est faux puisqu'on peut le retirer 8 heures après le rapport sexuel et pas directement après. Ensuite, le QCM 23, c'était ABCE, donc la A est bien vraie. BC aussi. La D est fausse puisque l'aménorrhée lactationnelle a un indice de Pearl qui est plus bas que le stérilet en cuivre, donc 0,2 et 0,6. Et puis l'item E, il est vrai, pour rappel, l'indice de Pearl du coït interrompu est de 25. Ensuite, pour le QCM 24, c'était AC, donc la B est fausse puisque la contraception d'urgence ne modifie pas la muqueuse endométriale, d'accord? Ça n'agit en fait que au niveau de l'ovulation. L'item C est bien vrai, la D est fausse puisque la contraception d'urgence, elle peut être prise jusqu'à 3 jours pour le dispositif intra-utérin
et jusqu'à 5 jours pour la pilule du lendemain. Et puis l'item E, il est faux puisque ça a une très mauvaise efficacité à long terme. Faut pas compter là-dessus pour une contraception à long terme. Ensuite, le QCM25, c'était BCD. Donc là, je vous mets des petits rappels des indices de Pearl. Donc la A est fausse puisque le préservatif féminin a un indice de Pearl à 5, donc bien supérieur à 1. B, C et D étaient vrais, donc l'indice de Pearl des pilules œstroprogestatives c'est inférieur à 0,2. Le stérilet en cuivre c'est 0,6. L'implant à la progestérone c'est inférieur à 0,1. Et la E est fausse puisque le diaphragme c'est un indice de Pearl à 9. Et là je vous ai mis un petit tableau récapitulatif, comme ça vous avez tout. Ensuite, pour le QCM26, c'était ABC. Donc l'AD est fausse puisque l'implantation nécessite donc des collagénases et des enzymes protéolytiques qui sont synthétisées par les cellules trophoblastiques et non pas par les cellules de l'épithélium de l'endomètre. C'est les cellules trophoblastiques qui sécrètent. Et ensuite, l'item E, il était faux, c'est un hors item puisque le mésoblaste intra-embryonnaire se forme à la 3e semaine et donc après l'implantation. Ensuite, pour le QCM27, c'était ABE. Donc, pour rappel, pour la B, la membrane de Husser est complète à J12. L'item C, il était faux, puisque donc à J9, le disque embryonnaire a la forme d'un disque, d'accord, et non pas d'une poire. Ensuite, l'item D, il était faux, c'était un hors item, puisque la vésicule vitéline est formée à J12 et pas à J9. Et l'item E était bien vrai. Et enfin, pour le QCM28, c'était CDE. Donc là est fausse puisque la vésicule vitéline définitive est située sous l'antoblaste. Elle est ici, là. Donc bien sous l'antoblaste. Ensuite, la B est fausse puisque c'est un hors item. Ça ne concerne pas les cytocèles secondaires. Hein. La cavité amniotique, elle est au-dessus de l'ectoblaste, mais elle n'est pas... c'est pas les cytocèles secondaires, quoi. Hein. Ensuite, C et D étaient bien vrais, là eux aussi. Pour rappel, la vésicule vitéline définitive est à l'origine donc effectivement de l'intestin primitif, intra-embryonnaire, mais aussi du canal vitellin et de la vésicule ombilicale. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de correction. Des bisous. Et on se retrouve pour le QCM29. Donc pour ce QCM, il y avait 3 items de vrai, c'était les items B, D et E. L'item A était faux puisque la limite primitive est la première structure mise en place pour l'apparition du 3e feuillet et non pas du 2e feuillet. Le 3e feuillet qui correspond au mésoblaste intra-embryonnaire. Votre ligne primitive, vous pouvez la retrouver ici sur le schéma. L'item B était vrai puisqu'elle est mise en place durant la 3e semaine. Pour être plus précis, elle est même mise en place à J15 dès le premier jour de la 3e semaine. L'item C était faux puisque c'est la limite antérieure de la ligne primitive qui est le nœud de Hansen et non pas la limite postérieure. Les items D et E étaient vrais. D'ailleurs, cette ligne primitive permet de mettre en place l'axe droite-gauche de l'embryon, puisqu'elle permet bien de séparer selon un plan médian votre embryon. Voilà. Pour le QCM30, il y avait 3 items de vrai, c'était les items A, C et E. Du coup, l'item B était faux puisque le mésoblaste intra-embryonnaire n'est pas présent au niveau de la membrane pharyngienne, ici. Il n'est pas présent non plus au niveau de la membrane cloacale. En fait, à ces deux endroits, donc membrane pharyngienne et membrane cloacale, vous avez des jonctions serrées entre votre ectoblaste et votre entoblaste. Et donc ces jonctions serrées ne laissent pas d'espace entre les cellules. Et donc le mésoblaste qui se forme grâce à l'infiltration au niveau de la ligne primitive ne va pas pouvoir ensuite aller plus loin que ces deux membranes, puisqu'ils n'ont pas la place pour s'infiltrer. Ensuite, le QCMC, l'item C était vrai. L'item D était faux puisque la mise en place du mésoblaste intra-embryonnaire ne s'effectue pas à J14 mais à J16. Il faut bien avoir en tête qu'à la 3e semaine, dès le premier jour, donc on a la mise en place de la ligne primitive, dès J15 donc, et cette ligne primitive induit la formation du mésoblaste dès le lendemain, donc dès J16. Et l'item E était vrai.
Pour le QCM 31, il n'y avait que l'item A de vrai. L'item B était faux puisque le prolongement du processus caudal est plus rapide à l'extrémité crâniale qu'à l'extrémité caudale. Ensuite, l'item C était faux puisque à J16, les cellules du nœud de Hansen s'invaginent. Donc c'est ce que je viens de vous dire juste avant. J15, mise en place de la ligne primitive avec le nœud de Hansen. Et le lendemain, donc J16, les cellules s'invaginent, ce qui permet la mise en place du mésoblaste intra-embryonnaire. L'item D était faux puisque dans un premier temps, le prolongement céphalique est plein et non pas creux. L'item E était faux puisqu'on retrouve bien de la corde chez l'adulte, mais c'était au niveau du nucleus pulposus et non pas fibrosus. Pour le QCM32, donc il y avait que 2 items de vrai, c'était l'item B et E. Donc l'item A était faux puisque l'ectoblast constitue la couche externe de l'embryon didermique. La couche interne, elle, va être constituée de l'entoblaste, pardonnez-moi. L'item B était vrai, l'item C était faux puisque l'ectoblast ne participe pas à la formation de la membrane qu'est la membrane de Seur. La membrane de Seur, rappelez-vous, c'est lors de la 2e semaine de développement embryonnaire, c'est une prolifération de l'entoblaste qui permet donc de créer cette membrane de Seur qui n'est complète qu'à J12. Ensuite, l'item D était faux puisque l'ectoblast n'est pas à l'origine du dermomyotum, mais c'est le mésoblaste, et plus précisément le mésoblaste paraaxial. Et l'item E était vrai, l'ectoblast est bien à l'origine du système nerveux, mais aussi par exemple de l'épiderme, et bien d'autres. Pour le QCM33, donc il y avait 3 items de vrai, c'était les items C, D et E. L'item A était faux puisque le mésoblaste paraxial va se fragmenter dans un sens crânio-caudal et non pas dans un sens dorso-ventral. On va prendre le schéma suivant. Mais là, vous voyez bien que voilà, il se fragmente dans la longueur, donc crânio-caudal. Crânio-caudal. Voilà. Ensuite, l'item B était faux puisqu'à la fin de la 5e semaine, on retrouve bien entre 42 et 45 paires de somites et non pas des somites simplement. Les somites vont toujours par paires, donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, hop, donc il y a 42 à 45 paires de somites. L'item C était vrai, donc vous pouvez voir ici les différentes structures qui composent un métamère, donc un somite de votre mésoblaste paraaxial. L'item D était vrai puisque le myotum, qui est ici, qui est donc la partie médiale du dermomyotum, va bien être à l'origine des structures musculaires. Et l'item E était vrai puisque le dermatome, qui lui donc est la partie latérale de votre dermomyotum, va bien être à l'origine du derme et du tissu sous-cutané. Donc d'ailleurs, votre peau, elle a 2 origines. Elle a une origine ectoblastique via l'épiderme et une origine mésoblastique via le dermatome et donc le derme. Ensuite, pour le QCM34, il y avait 2 items de vrai, c'était les items B et D. L'item A était faux puisque le mésoblaste intermédiaire se nomme également cordon néphrogène, puisqu'il va être à l'origine des 3 reins embryonnaires, que sont le pronéphros, le mésonéphros ou corps de Wolff, et le métanéphros. Ensuite, donc l'item B était vrai. L'item C était faux puisqu'il va donner le pronéphros qui disparaîtra vers J24, J25. Le mésonéphros, lui, persistera jusqu'à la 10e semaine de développement embryonnaire avant que le métanéphros prenne la suite. L'item D était vrai et l'item E était faux puisque le métanéphros terminera sa maturation vers le 8e mois de vie extra-embryonnaire et non pas de développement embryonnaire. Et voilà, donc j'en ai fini pour ma part. Je vous laisse avec Aude pour la fin de la correction. Salut à tous. Donc on va continuer cette correction de UE2 avec les derniers QCM. Donc QCM 35, il y avait 3 items de vrai, A, B et D.
Donc, on vous dit, item A, que 2 va se former entre J19 et J26. Donc ça c'est vrai, puisque 2 ça correspond au tube neural, qui commence bien à se former à J19 et qui va terminer sa formation à J26 avec la fermeture du neuropore postérieur. Ensuite, item B, on vous disait que 3 va former une partie de la vessie, donc ça c'est vrai aussi, puisque 3 ici correspond à l'entoblaste, donc ici en vert sur le schéma. Ensuite, on vous disait que 4 va se scinder dans son épaisseur pour donner la somatopleure intra-embryonnaire et la splanchnopleur intra-embryonnaire. Donc ça c'est faux parce qu'ici c'était le mésoblaste paraaxial et que cette définition elle correspond elle correspond tout à fait au mésoblaste latéral. Ensuite on vous disait que 5 va se scinder en 3 amas indépendants, les néphrotomes, dans le sens antéro-postérieur. Donc ça c'est vrai puisque 5 ça correspond au mésoblaste intermédiaire. Et ensuite, on vous disait que 6 va donner les tissus osseux, fibreux, cartilagineux, musculaires et une partie de la peau. Donc ça, c'est faux parce que ça correspond à la définition d'un mésoblaste paraaxial. Et ici, 6, c'était le mésoblaste latéral, donc le mésoblaste latéral qui va se scinder dans son épaisseur pour donner la somatopleure intra-embryonnaire et la splanchnopleur intra-embryonnaire. Donc en gros, on avait inversé les items C et E. Ensuite, QCM 36, tout était vrai. Donc ici, on parlait de la délimitation. Donc la délimitation se produit bien à la 4e semaine de développement embryonnaire. Ensuite, on vous dit que dans le sens longitudinal, elle est induite par la croissance du système nerveux. Donc ça, c'est vrai. Ensuite, on vous dit que dans la région ombilicale, elle permet la formation du cordon ombilical. C'est vrai aussi. Ensuite, item D, on vous dit qu'en sus ombilical, la délimitation va permettre le développement des ébauches hépatiques et pancréatiques, donc ça aussi c'est vrai. Et item E, on vous dit que dans le sens longitudinal, la délimitation va produire une inversion de l'ordre des structures, ça aussi c'est totalement vrai. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas sur le Discord, comme c'est vrai, je détaille pas beaucoup plus. Ensuite, QCM 37, il y avait 2 items de vrai, le A et le B. Donc on vous parlait ici des gènes de développement. On vous disait que c'était la même chose que les gènes homéotiques, c'est vrai, et on vous disait que ce sont des facteurs de transcription qui seront à l'origine des cascades de transcription, ça aussi c'est vrai. Ici les problèmes, ils étaient sur les items C, D et E. Donc on vous dit que les gènes de polarité, ils proviennent du génome paternel. Donc ça c'est faux. Les gènes de polarité, ça va être codé par le génome maternel. Ensuite, on vous dit que les gènes de polarité, ils vont déterminer l'axe dorso-ventral. Donc ça aussi c'est faux. Les gènes de polarité, c'est axe céphalo-caudal ou antéro-postérieur. Comme vous voulez, c'est la même chose. Et ensuite, on vous disait que la protéine nanos, elle va diffuser dans la partie ventrale de l'embryon. Donc ça aussi c'est faux, ça va être la partie caudale de l'embryon. Ensuite, QCM 38, il y avait 2 items de vrai, le B et le E. Donc ici, on parle des gènes de segmentation. On vous dit ils sont transcrits avant la fécondation. Donc ça, c'est faux, c'est après la fécondation, puisque ce sont des gènes qui proviennent du zygote. Ensuite, item B, il était vrai, on vous dit qu'ils sont sous le contrôle des gènes de polarité. Donc ça, c'est vrai. Ensuite, on vous disait que les gènes de polarité segmentaire, ils divisent l'embryon en segments comprenant plusieurs métamères. Donc ça, c'est pas les gènes de polarité segmentaire qui vont faire ça, c'est les gènes GAP. Ensuite, on vous disait que les gènes GAP divisent l'embryon en unités de la taille d'un métamère. Donc ça, c'est pas vrai, c'est pas les gènes GAP, c'est les gènes de polarité segmentaire qui vont diviser l'embryon en unités de la taille d'un métamère. On avait inversé les items C et D. Et ensuite, on vous dit, item E, qu'ils induisent l'expression des homéogènes, donc ça c'est vrai. Ensuite, QCM 38, il y avait 3 items de vrai, A, B et C. Donc ici, on vous parlait des homéogènes. Donc on vous disait qu'ils sont principalement représentés par la famille des gènes OX, donc ça c'est vrai. Ils sont localisés sur les chromosomes 2, 7, 12 et 17, donc ça c'est vrai aussi. Et on vous disait qu'ils codent pour des facteurs de transcription qui vont réguler l'expression des gènes de structure. Ça c'est vrai également. Ici, en fait, ce qui posait problème, c'est les items D et E, donc ils sont hors item puisqu'ils ne correspondent pas au titre du QCM. Donc ici, on disait s'exprime avant la fécondation. Ça, c'est faux, ce sont les gènes de polarité qui s'expriment avant la fécondation. Et on vous disait permet de déterminer la polarité antéro-postérieure de l'embryon. Ça aussi, c'est faux, ça concerne uniquement les gènes de polarité. Donc ici, on vous a remis un petit schéma avec l'ordre, on va dire, de l'expression des gènes. Donc voilà, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à le prendre. Et ensuite, QCM 40, il y avait 3 items de vrai, B, C, E. Donc l'item A, il était faux, puisqu'ici, on vous parlait des gènes OXD13. Et du coup, ils sont localisés sur le bras long du chromosome 2, pas du chromosome 12.
Ensuite, il appartient bien pardon, à la famille des homéogènes. Il se trouve en aval des gènes de segmentation. Et ensuite, donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, homéogène se trouve bien en aval des gènes de segmentation. Ensuite, l'item D, il était faux parce qu'on vous disait qu'il agit sur des gènes de développement. Donc non, il agit sur les gènes de structure. Et ensuite, l'item E, il était faux. Du coup, voilà, c'était la dernière colle du E2. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour les partiels blancs. Révisez bien, ça va bien se passer. On vous fait des gros bisous et à bientôt. Bisous.